Bonjour et bienvenue à vous dans votre émission Bonjour d'Algérie. Très heureuse de vous retrouver en ce jeudi 27 avril. Nous allons passer 1 heure et demie ensemble. Donc, comme d'habitude, nous commencerons d'abord par nous pencher sur un pan de notre histoire et Dieu sait que notre histoire est riche. Nous parlerons donc avec Amina Foufa qui est architecte. Elle nous parlera de l'influence du patrimoine architectural d'El-Oued sur le patrimoine d'Amalfi dans le golfe de Salerne en Italie. Donc, elle nous donnera tous les détails sur cette influence, ou peut-être pas influence, peut-être des échanges. Elle nous donnera tous les détails. On restera toujours dans tout ce qui est patrimoine et histoire et cette curiosité que nous avons avec tout ce qui est architecture, avec tout ce qui est Médina. Et nous recevrons donc un jeune guide qui nous parlera de son amour pour la Casbah et comment est-ce qu'il a fini par suivre cette voie de guide de la Casbah. Et nous resterons toujours dans les amoureux de tout ce qui est histoire et patrimoine d'Alger et d'Algérie en général, avec la photographe Fatma Zahra Hadj Ahmed. Elle, avec son œil acéré et son objectif, elle prend sur le vif donc toutes ces ruelles de la Casbah et d'autres médinas aussi à travers tout le territoire algérien. Et nous finirons bien entendu avec Place aux jeunes. Nous recevrons donc deux jeunes qui représentent le club d'activités polyvalentes. Eux, ils nous diront tout sur cet événement qui va se passer le 6 mai. Et bien entendu, on ne démarre pas notre émission sans avoir les nouvelles du ciel avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Sous un soleil éclatant. Ouais, mais commence à faire chaud. Ah, c'est clair. J'aime pas trop ça. J'aime pas la tournure que prend. Le démarrage de l'été. J'aime pas ça. Il s'est imposé en force. Hein. Beaucoup trop. Oui, bon, écoute, trop on fera avec, comme depuis la nuit des temps. Ouais, bah oui. Alors, quel temps il va faire? On va le découvrir tout de suite. Alors, bonjour à tous. Excellent réveil et bien un petit peu de brume ce matin vers les régions côtières, notamment celles de l'ouest et du centre. Et puis le soleil restera dominant tout au long de cette journée sur l'ensemble des régions côtières. On notera quelques passages nuageux vers l'intérieur ouest, quelques orages avec possibilité de quelques faibles pluies, notamment sur le Hauger et le Tassili, le Sahara oriental, puis de fréquences sous la de sable, notamment sur le Sahara central. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord, une hausse du mercure avec 39 degrés. Du côté de Tiaret, on notera 37 degrés à Tlemcen, 36 degrés à Tizi Ouzou, 33 degrés du côté d'Alger. Oran, on notera 25 à Annaba, 31 degrés à Constantine et Batna, 37 degrés. Gardaya, Béchar, 36 à Hassim Soud, 38 degrés à Ilizi, on notera 40 à Tindouf, 41 degrés à Adrar et Insalah. Et enfin, la maximale atteindra les 42 degrés à Bordj Mokhtar et Ingezem. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme vers les côtes ouest, peu agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 20 et 30 km/h à l'ouest du pays, entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 20 km/h vers les côtes est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà Mina, donc on sait très bien que ça sera du soleil pour aujourd'hui et pour les quelques jours qui vont venir. Exactement. En tout cas ce matin, donc en venant, il y avait un lever du soleil Mina, mais c'était spectaculaire. Sincèrement à un moment j'ai eu une espèce de sensation. Fallait prendre des photos. Je n'ai pas peut-être un appareil assez performant pour prendre tous les détails. En tout cas le soleil au-dessus de l'horizon, c'était en fait surtout que je descendais d'El Biar en venant vers le NTV, c'était franchement un spectacle à voir. Je me dis, je comprends très bien les gens qui sont matinaux et qui aiment assister au lever du jour. C'est vrai qu'il y a ceux qui se lèvent très très tôt justement pour assister au lever du soleil, surtout que c'est magnifique. C'est magnifique et en même temps, j'imagine que ça donne des énergies autres que quand on se lève un peu plus tard. Je pense qu'il doit y avoir une espèce d'alchimie qui doit se faire. Des énergies positives comme ça qui nous aident à passer une bonne journée justement, à garder le sourire toute la journée. Exactement. Donc se lever, ouvrir la fenêtre, regarder, même si on n'a pas une vue extra
extraordinaire. Exactement. Juste un petit peu le ciel, respirer le bon air et on démarre notre journée de bonne humeur et de bon pied. Tout à fait. Voilà, Mina, je te propose donc d'écouter une chanson avec nous. C'est le groupe Zaïr
reprise du groupe Dzaïr de l'Hajj Mrezer. Donc la chanson est de l'Hajj Mrezer. Excellente reprise. Tu as apprécié avec moi? Moi j'adore. Oui, moi aussi. J'adore. Franchement, je m'en lasse pas. Franchement, magnifique. Oui. Très très bien faite. Ouais, exactement, vraiment ouais. bien refaite avec cette touche un petit peu de modernité. C'est excellent. Ni trop peu, Exact. juste ce qu'il faut. Le bon dosage en fait. Exactement. Ouais. Et en même temps, franchement, avec même le clip aussi, il nous replonge un petit peu dans cette casbah un petit peu mystérieuse. C'est voilà, un clip, je sais pas, à l'image du groupe, tout simple, agréable, qui raconte une histoire aussi. Voilà. En même temps, un personnage, en même temps, une ville, en fait, des émotions mêlées à un vécu. Exactement. Voilà. Magnifique. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié avec nous. Et tout de suite, Mina Abed va nous donner le programme des sorties de la semaine. Exactement. Alors, bon, il n'y aura pas grand-chose cette semaine, mais beaucoup plus le week-end. Alors, on va commencer avec la soirée de demain. On aura droit à un beau spectacle chorégraphique. J'écris ton nom au TNA à partir de 16h. Et pour le samedi, on aura une journée et une soirée assez chargée avec une exposition à la galerie Azawad Élévation, une exposition de Jahida Wadef, donc du 29 au 18 mai, donc à la galerie Azawad. On aura droit également au concert, un beau concert de Sofiane Saïdé et le groupe Eddaï à l'Opéra d'Alger à partir de 18h30. Et puis bien sûr, à l'occasion du mois du patrimoine, on aura droit à un beau récital poétique au TNA avec Malika Chitour, Mustafa Benfoudel et Bendale El Jazairi à partir de 14h. Et bonne nouvelle, hein, juste après ce récital poétique, il va y avoir un beau spectacle chorégraphique également, danse en fait, donc à partir de 16h, hein, toujours au TNA. Et puis projection, une projection de films, le film Mémoire de scène de Abdelrahim Lalaoui, donc le 30 à la Cinémathèque de Constantine à partir de 17h, donc plusieurs projections. Donc la première le 30 à la Cinémathèque de Constantine, la deuxième le 1er mai à la Cinémathèque de Batna, toujours à 17h. Le 2 mai à la salle Durdura de Tizi Ouzou, à 17h toujours, le 3 mai à la Cinémathèque d'Oran. Et puis bien sûr le 5 mai cette fois-ci à 15h30 à la Cinémathèque d'Alger. Et puis bien sûr, nouvelle sortie cinéma, un film d'épouvante. En ce moment, je pense que tu as peut-être une petite idée du film. Je sais pas. Attends, Annabelle? Non, c'est pas Annabelle. C'est assez ancien, Annabelle. D'accord. C'est tout nouveau. Je me suis arrêtée, je pense, là-bas. Tu t'es arrêtée à Annabelle? Ouais, je crois que j'ai arrêté. T'es bien en retard, Valérie. Je me suis mis au manga, là, en ce moment. T'es vraiment en retard, non. C'est pas un manga, c'est un nouveau film d'épouvante qui a commencé. On a commencé la diffusion cette semaine au cinéma de Riyad El Fath. C'est Evil Dead Rise. Normalement, si tu vois l'affiche, sûrement. Tu vas peut-être avoir une petite idée du film. Alors, ça parle de démons, voilà. Ah, d'accord. Non, ouais. Ça donne envie? Pas vraiment pour moi. Je suis assez peureuse. Pas vrai. Oui, ben, j'imagine du cinéma. Même j'essaie de me dire, mais c'est du cinéma, c'est pas vrai, tout est faux, c'est des personnages. Mais bon, je sais pas. Après, une fois que les lumières sont éteintes, je sais pas trop. Et ils jouent un petit peu sur le son pour essayer de nous. Franchement, ils sont de mieux en mieux faits. Donc tous ces films d'épouvante, ces films d'horreur, des fois, ils sont plus vrais que nature. Faut faire comme moi. Quand je regarde un film d'horreur, je regarde comme ça. Voilà, c'est ce que je fais. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Ou alors, de temps en temps, je m'invente des choses à faire en cuisine. Comment j'ai des choses à faire, je reviens. Voilà, sinon tu regardes un manga et un film d'horreur en même temps, comme ça. Voilà, comme ça me détend. Parce qu'après... C'est ce que je fais aussi. Quand je regarde un film d'horreur, je regarde toujours un dessin animé histoire de... C'est exactement ce que je fais. Je dis, bon, allez, il y a quelque chose de plus gai avant d'aller se mettre au lit. Plus gai, un film animé, un manga, histoire de se détendre un petit peu. De se relâcher. De se relâcher, de déstresser. Très bien. Alors, Mina, moi, je te propose d'aller te balader du côté de la Casbah maritime. Avec plaisir. Voilà, donc là aussi c'est une sortie, par contre c'est une sortie qui est ouverte H24, donc la Casbah d'Alger à visiter, à revisiter. En fait on ne la verra jamais du même œil, à chaque fois qu'on se perd à travers ces ruelles. Donc c'est un sujet signé Semera Hadj Amar, on regarde. Ville dans une ville d'histoire, bastion de la culture et de la mémoire algérienne. Quelle architecture pour qu'elle cachait la Casbah d'Alger s'est inscrite depuis la nuit des temps.
l'architecture de la Casbah, elle a été figée déjà à l'époque berbère, avec toutes les ruelles, les maisons à patio, les premières mosquées qui ont été construites. Bon, après, effectivement, il y a eu un grand développement, notamment dans la partie haute, on va dire, qu'on appelait le Djebel, sous l'égide, disons, à la période ottomane. Les Ottomans ont rajouté les palais, pour l'essentiel. Bon, il y a eu aussi des reconstructions de la Casbah parce qu'il y a eu des séismes. Donc, et d'ailleurs, les constructions sont résistantes au séisme après les séismes qui a eu lieu. Donc, il y a eu des techniques de construction aussi qui ont été améliorées. Et ici, nous nous trouvons devant l'îlot Lellahom, qui est en fait le premier îlot qui devait être réhabilité dans les années 70-80. Transformation, déstructuration, la Casbah d'Alger, qui plongeait dans les bras de la Méditerranée, a subi malheureusement le mauvais génie français. Après 1945, il y a eu beaucoup de plans d'urbanisme pour restructurer ce quartier. Parce qu'il y a eu un incendie dans une partie des constructions coloniales, à l'endroit où aujourd'hui on a le parking à étage. Et donc il y a eu plusieurs plans. Et celui qui a été retenu, c'est celui qui a donné l'avenue du 1er novembre, qui s'appelait à l'époque l'avenue du 8 novembre, qui s'appelait le plan Sokar. On peut le voir, c'est des immeubles hauts de 8 étages, 9 étages. Ce boulevard, cette avenue, a été une fracture encore plus par rapport à la Casbah. C'est-à-dire, c'est des immeubles qui coupent encore plus la Casbah de la ville. On lui tourne le dos, on cache la Casbah, et qui la coupe encore plus de la mer à laquelle elle était rattachée. Donc, et c'est un des projets les plus, on va dire, les moins réussis, enfin, on peut dire les plus catastrophiques du point de vue de l'urbanisme. Les urbanistes considèrent que c'est un échec, ce projet. Réhabilitation, plan d'aménagement, un parcours pour restructurer le cœur de ce quartier afin de rehausser de sa valeur historique. Ici se pose le problème de la circulation, du transit est-ouest à Alger. C'est-à-dire, c'est le passage de la Moutonnière, donc l'avenue de la Hélène, vers Bab el-Oued. Et il y a eu effectivement plusieurs projets souterrains, etc., même un viaduc sur la mer et tout ça, qui ont été faits. Il y a même eu un échangeur, heureusement qui a commencé à être réalisé et que les architectes, en se mobilisant, ont arrêté à l'époque, donc en début 90, et qui prévoyait des trémies ici, et des ponts et des trémies. Mais aujourd'hui, on mériterait qu'il y ait un espace ici piéton, etc. On aimerait, voilà. Il y a quelque chose à faire ici. Rue de la Marine, Djameh el-Kébir, quelle histoire! Pourtant, ce quartier gagnerait à être aéré et réaménagé pour ne plus tourner le dos à la mer. Donc cette rue, c'était la rue pour ramener les marchandises, etc., pour les troupes aussi, qui débarquaient. Et donc elle a été construite dans un style, on va dire, néoclassique, de l'époque coloniale. Côté mer, il y a des arcades. Un peu plus haut, donc on a également la chambre de commerce qui s'appelait le palais consulaire, qui a été également construit un peu plus tard. Voilà. Mais toujours est-il, cette route-là, à la fois elle avait une fonction, disons, de liaison de la ville coloniale, disons de Bab Azoun, Bab el-Oued, la rue Bab el-Oued, Bab Azoun, avec la mer, et en même temps elle coupait encore une partie de la Casbah de la mer. Voilà. Aujourd'hui, cette coupure a été accentuée par le fait qu'on a un parking à côté qui, j'espère, un jour, on arrivera à le remplacer par quelque chose qui est en rapport avec la qualité et la valeur foncière de ce quartier. C'est-à-dire, on a besoin ici des choses qui sont touristiques. Et le parking, il peut être souterrain, on peut régler le problème d'une autre manière.
Voilà, donc c'était un reportage sur la Casbah maritime fait par Semera Hadjamar et nous a rejoint donc Amina Fafou. Amina Fafou, bonjour. Foufa, pardon. Amina Foufa. Donc vous êtes architecte, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. D'être là. Merci. Voilà. Donc on va parler, aujourd'hui on va rester toujours dans les cités antiques, dans ces cités qui peuplent toute l'Algérie et qui portent l'attention d'architectes comme vous, d'historiens, de gens qui se penchent sur ce pan de l'histoire et qui le gardent jalousement. Et donc, pour le mois du patrimoine, des sites ont été classés. Oui, récemment, oui, en 2023. Il y a eu 2 sites qui ont été classés, le secteur sauvegardé de Miliana et le secteur sauvegardé de la Qal'a de Beni Rachid. Donc, nous saluons donc cela. C'est un événement... Oui, c'est important parce que nous avons un patrimoine très important, très divers, donc sur tout le territoire. Et là, je pense que c'est grâce à la société civile, je pense, les efforts de la société civile qui est jalouse de son patrimoine, que ces secteurs sont nés. Voilà. Par contre, moi, j'aurais vu la Qal'a d'Ibn Rachid en tant que paysage culturel, parce que nous travaillons sur les Qal'a de l'époque médiévale, les Qal'a de manière générale dans une thèse de doctorat, et dans lesquelles il y a un caractère qui est très important dans ces cités fortifiées, voilà. Donc, qui est l'indice de calcul de défense. Voilà, l'indice de défense, et donc qui peut se calculer. Et donc, nous, on l'a calculé de manière empirique et puis de manière déterministe en utilisant donc tous les logiciels et les systèmes d'information géographique. Et entre autres, donc l'indice de défense de la Qal'a de Beni Rachid. Voilà, donc chaque Qal'a a un indice de défense différent d'une région à l'autre. Tout à fait. Bon, il y a des paramètres qui sont identiques, donc ils sont la hauteur, la visibilité, l'accessibilité. Donc il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu dans le calcul de cet indice. Et donc nous avons entre autres fait le travail sur la Qal'a de Beni Rachid, la Qal'a de Beni Abbas, et sur l'autre rive de la Méditerranée, donc la forteresse médiévale musulmane d'Alicante. Donc on a calculé pour voir un peu comment est-ce que à l'époque les populations donc qui devaient se protéger, comment est-ce qu'elles arrivaient à mettre en place toute cette structure défensive. Et pourquoi spécialement celle d'Alicante ? Pourquoi la comparaison avec elle ? Parce qu'elles ont été construites dans la même période. Voilà, dans la même période. Et puis on a un projet donc de bourse avec l'Espagne, donc avec l'université d'Alicante, donc qui nous a permis de travailler sur un autre objet de l'autre côté de la rive de la Méditerranée. Et avez-vous trouvé des similitudes ou on va dire des points en commun, mis à part peut-être que, comme vous avez dit, la position? Oui, il y a des similitudes. Il y a des similitudes et les résultats sont très probants par rapport à donc tout ce système de défense. D'accord. On sait très bien qu'autrefois la Casbah a été comportait donc toutes ses portes. On connaît toutes les portes de la Casbah qui étaient fermées à une certaine heure de la journée. Voilà, donc pour protéger ces il y a les murailles, habitants. Oui, il y a en plus la muraille donc qui fait partie du système défensif, et tout le système. Donc il y a une spécialiste qui est très algérienne, qui est très portée sur ça, et elle est spécialiste des fortifications d'Alger. Et est-ce que Qal'a Sidi Rachid avait une spécificité bien à elle au niveau de... Bon, je préfère ne pas aborder le sujet parce que la thèse n'a pas été encore soutenue. D'accord. Donc alors, il faudra nous en dire encore un peu plus. J'ai donné le caractère déjà par rapport à cet indice de défense qui est très important et qui est un caractère à prendre en considération dans les classements, par exemple, dans les classements de sites fortifiés comme ça.
D'accord, très bien. Donc on peut revenir encore sur la classification donc, de Miliana qui a été faite il y a, on va dire, juste quelques jours, quelques semaines. Voilà, le mois d'avril récemment, donc il y a ce site qui a été classé avec toutes ses composantes matérielles. C'est sur le journal officiel numéro 2 de l'année 2023. Quelles sont à peu près les composantes donc, qui sont rentrées dans... Alors le tissu ancien, je pense le tissu ancien, la mosquée, une partie de la muraille. Voilà, je l'ai lu sur le journal officiel, donc qu'est-ce qu'il y avait encore? Je pense patrimoine matériel et immatériel aussi, hein, je pense. Je pense. Mais le secteur a été délimité, donc avec ces points de repère. Donc il est géoréféré et c'est très bien. C'est-à-dire c'est très bien pour une très belle ville, hein, oui, très belle ville, que j'ai visitée avec grand plaisir et surtout avec cette muraille ils ont une association comme une espèce de balcon. Oui, ils ont une association très très active. Qui milite justement pour le patrimoine de Miliana. Mais je les salue pour ça. Si on pouvait avoir autant sur le territoire national, autant d'associations qui œuvreraient dans ce sens. En fait, il y a quand même, on va dire, un espèce de mouvement, une prise de conscience, hein, oui. Surtout de la part des jeunes qui en ce moment, essayent un petit peu de faire découvrir tous ces sites. Tout à fait. J'ai un étudiant d'ailleurs en master qui est un guide, voilà, un jeune guide ici à Alger. Donc il accompagne les touristes et il leur explique un peu l'histoire de la Casbah d'Alger. Effectivement. Donc j'avais assisté à propos d'un lieu un peu, on va dire, pas méconnu, mais quand même chargé d'histoire, bien entendu. En fait, c'est une nouvelle façon de faire découvrir aux jeunes des qal'at, comme par exemple le qal'at At Abbas, oui. où on organise des chasses au trésor. Et en fait, c'est fait par des architectes et par des professionnels. Très bien. En fait, c'est vraiment surtout pour les plus jeunes, hein, c'est oui. une bonne manière de capter leur attention et de leur raconter les lieux. Oui, et ça les imprègne, donc il y a déjà une imprégnation, le fait de voir le site, le fait c'est-à-dire de pratiquer une activité à l'intérieur c'est-à-dire dans ces sites, oui, et pour les enfants, ça les marque et ça reste dans leur mémoire. Effectivement, en devenant adulte, oui. C'est important. En fait, peut-être que la première fois, on découvre comme ça sans vraiment bien comprendre, mais en prenant de l'âge ensuite et en apprenant l'histoire, ça nous donne peut-être envie de retourner. C'est ce qui se passe au niveau de la Casbah. Il y a de nombreux guides, donc certains qui du jour au lendemain, comme ça, ils veulent devenir guides. Oui. Et en fait, ils le font et ils le font extrêmement bien. Tout à fait, tout à fait. Il y en a beaucoup, Voilà. Je vous ai dit, il y a un de mes étudiants qui le fait en ce moment et en fait, c'est une belle il pose façon. beaucoup de questions, oui. Voilà, c'est une belle façon de raconter l'histoire. On va revenir un petit peu sur El Oued, donc l'architecture d'El Oued et ce lien qu'elle a avec l'autre rive. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est l'impact de la civilisation, par exemple ziride ou fatimide, sur la rive nord du bassin méditerranéen. Et donc, durant la période médiévale, entre le 9e et le 13e siècle, donc, il y avait la République amalfitaine, qui était une république indépendante. Donc, en Italie, était constituée de plusieurs républiques, dont Amalfi, qui est située au niveau du golfe de Salerne, et qui avait signé des traités de paix et des traités de commerce avec le monde musulman, donc le monde du Levant et l'Afrique du Nord, les pays de l'Afrique du Nord. Donc lors de ces échanges commerciaux,
il y a eu beaucoup d'influences. Donc cette région d'Amalfi n'a pas été conquise par la conquête de l'islam. Donc, par contre, comme la Sicile ou l'Espagne, oui. Donc là c'est une région qui est restée non conquise, mais il y a une influence très très importante de l'art musulman, de l'architecture musulmane, du patrimoine immatériel musulman, du fait de cette relation très très importante avec la rive sud de la Méditerranée, entre autres avec l'Algérie et la Tunisie. Donc on retrouve des maisons c'est-à-dire dans le patrimoine matériel, il y a des maisons qui sont semblables à celles de Guémar. Donc Guémar a été construite vers le 7e siècle. Et donc là, on retrouve des maisons à Amalfi qui sont construites avec des voûtes, avec des coupoles. Il y a une influence aussi au niveau des éléments architectoniques, donc tous ces éléments les arcs entrelacés que l'on retrouve dans l'architecture, c'est-à-dire depuis la période médiévale, et les premiers arcs entrelacés, donc d'après les recherches historiques, ils appartenaient ou ils étaient donc dans le palais de Ziri à Achir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le palais n'existe plus, mais les arcs entrelacés ont été puisés ou ont été inspirés de ce palais de Ziri, donc durant la période vers le XIe siècle. Vers le XIe siècle, quelque part dans le temps, dans l'histoire. Et puis il y a donc qu'est-ce qu'on a aussi? Donc ça c'est par rapport à l'Algérie. Par contre, il y a l'influence de l'Égypte dans d'autres aspects de l'architecture et aussi des décors et des éléments architectoniques, mais je n'aborderai pas ça parce que c'est l'Algérie qui nous intéresse. Oui, effectivement, voilà. Donc c'est plutôt El Oued. Voilà. Ce n'est pas une architecture de terre quand on parle d'El Oued. Non, ce n'est pas une architecture de terre. En fait, El Oued, c'est une architecture qui a utilisé les roses de sable. Donc elle est particulière, cette architecture, en tant que technique de construction. Par contre, à Amalfi, donc c'est des moellons de pierre. Donc, chaque région utilise les matériaux locaux. Donc, elle utilise les matériaux dont elle dispose facilement, parce que la Amalfi est en fait construite sur deux versants, et donc elle s'étage en hauteur sur les deux versants de son territoire. Il y a des escaliers, en fait ce sont des terrasses dans lesquelles il y a toutes les constructions. Il y a des terrasses de citron, d'ailleurs le citron est un fruit, si vous voulez, un arbre fruitier très très important avec lequel il y a énormément de dérivés qui ont été produits, les savons, les alcools, les parfums, les sherbets, voilà, donc le jus de citron qui est un jus arabe. Donc c'est cet agrume qui s'épanouit bien pratiquement dans tout le bassin méditerranéen. Et donc là, c'est un travail que j'avais effectué il y a quelques années, dans une équipe pluridisciplinaire pour justement classer cette région en tant que paysage culturel. Et il fallait trouver l'influence arabe musulmane dans cette région, et c'était vraiment très intéressant de voir quel était l'apport de notre pays, c'est-à-dire de notre architecture sur ce pays, sur cette civilisation du nord du bassin méditerranéen. Donc en dehors du patrimoine bâti, en dehors du patrimoine matériel et de l'architecture, des constructions et des éléments architectoniques, il y avait aussi tout ce patrimoine immatériel, particulièrement les bijoux. Voilà, justement, on voulait revenir donc sur ces bijoux. Particulièrement les bijoux, donc en filigrane, qui sont inspirés qui sont issus donc des bijoux nationaux. On les voit, on voit donc à l'antenne ces bijoux. C'est un bijou ancien italien. Beaucoup de similitudes avec nos bijoux. On va voir après les bijoux. Voilà. Ça, c'est un bijou contemporain italien. Toujours inspirant. Oui, toujours inspiré. Et puis, donc, dans ce commerce avec l'Algérie,
Le corail a été... oui, le corail a été... c'est-à-dire le corail est un... disons un... Voilà. C'est le corail de Ténès qui a été acheté. Voilà. On a commercé, donc le commerce se faisait avec Ténès et non pas avec Al-Qala. Donc nous on connaît le corail d'Al-Qala. Par contre là c'est le corail de Ténès qui a été très prisé. Et donc les Amalfitains avaient pris de cette région-là. Donc on voit que en fait le corail a été mêlé à l'or. Là c'est un bijou algérien. Oui, là c'est le bijou traditionnel, un des bijoux anciens algériens. Donc on voit la similitude avec les premières boucles qu'on avait vues dans le. Donc effectivement on le sent bien. Donc tous les détails. Oui, tous les détails, surtout en toutes les similitudes. Oui, il y a beaucoup. Donc là. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le corail a été monté sur de l'or. Sur de l'or. Qui se fait très peu, plutôt dans notre région. Si, ça se fait. Mais bon, dans les bijoux traditionnels, on a beaucoup utilisé l'argent. Mais là, on voit aussi qu'il est monté sur de l'argent. Mm-hmm. Là, c'est à Amalfi. D'accord. Là, c'est sur de l'or. Donc on voit un peu ce travail qui est presque similaire à, bien sûr ici il est contemporain, mais on avait vu la première image qui est très ancienne, donc le bijou ancien, dont la similitude est très très rapprochée avec le bijou algérien. Là c'est une boucle Chaoui, et donc en dehors, donc ça c'est la partie algérienne qui a marqué donc cette civilisation amalfitaine durant cette période médiévale. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? C'est important pour nous que il n'y a pas, c'est-à-dire ce n'est pas des échanges dans le transverse, c'est-à-dire ce n'est pas les Algériens qui sont partis construire là-bas, mais c'est les Amalfitains eux-mêmes qui ont pris et qui ont transféré, c'est-à-dire qui ont fait ce transfert de savoir-faire, de savoir-faire. En fait, il a été transporté avec eux transporté avec eux sans qu'il y ait donc de transfert de population ou de maçons ou de travailleurs de l'autre côté de la rive. Par contre, c'est-à-dire dans les pays qui ont été conquis, là on voit qu'il y a, bien sûr l'empreinte est très importante, on le voit en Sicile, on le voit en Espagne, et là c'est une partie de l'Europe qui a été indépendante, tout à fait indépendante. En fait, est-ce qu'on peut dire que quand on va dire que l'influence est faite, on va dire, par ces espèces d'échanges est différente que quand c'est une conquête? Ça ne se fait pas de la même manière en fait? Oui, dans l'esprit, quand on est conquis, c'est-à-dire il y a cette, comment dire, c'est comme si on avait imposé quelque chose. Par contre, là, c'est un choix délibéré, c'est-à-dire c'est un choix de choisir les choses. Il y avait aussi les étoffes, il y avait aussi parmi le patrimoine immatériel, donc il y avait aussi les étoffes avec le Levant, avec la partie, surtout l'Égypte, ils avaient commercé énormément avec l'Égypte. Et donc c'est ces transferts, c'est-à-dire commerciaux, qui ont fait ces échanges commerciaux, qui ont fait qu'il y a cette influence qui est très très importante dans toute la côte amalfitaine. Là, je n'ai parlé que d'Amalfi, mais c'est à toute la côte amalfitaine jusqu'à Salerne, où on retrouve donc tous ces arcs entrelacés, où on retrouve l'architecture, c'est-à-dire les maisons qui ressemblent à Gmar. Elles ne sont localisées qu'à Amalfi. Par contre, les arcs entrelacés, ils sont dans toute l'architecture religieuse et dans toute l'architecture des équipements importants comme les hôtels, etc. Dans toute la côte amalfitaine. Eh ben, très bien.
Merci beaucoup pour tous ces détails que vous nous avez apportés ce matin. C'est très, très intéressant. Merci. Donc, de savoir comment, autrefois, tous ces savoir-faire, toutes ces influences se faisaient à travers les deux rives le de la bassin méditerranéen. Merci. Merci beaucoup. Donc, Amina Foufa, vous êtes architecte. Merci d'être venue. Et je vous propose de rester avec nous juste pour regarder un reportage de la mosquée de Sidi Ramadan. C'est un sujet de Yanis Belkacem. C'est un sujet de Yanis Belkacem. On regarde et on revient juste après. Tout au bout de l'une des étroites venelles de la vieille ville de Bouloukili Benzeri, cette fontaine, la plus ancienne de la Casbah d'Alger, revêtue d'une belle céramique décorative, jouxtant la plus ancienne mosquée de l'Algérois, ou Jama' al-Casbah al-Qdima, ou la mosquée de Sidi Ramadan, saint patron et protecteur de l'édifice. Sidi Ramadan. Selon ce que j'ai lu dans les mémoires de Sidi Abdelrahman el-Jilali, théologien algérien, paix à son âme, il avait cité que Sidi Ramadan était un commandant de la conquête musulmane. Et certains récits disent que c'est un saint homme. Sur une superficie de 400 mètres carrés avec un minaret de 12 mètres de hauteur, ce lieu de culte emblématique a été restauré en 2006 et peut accueillir jusqu'à 1000 fidèles. Quant à la période de son édification, les historiens évoquent deux sources. Le premier noyau dans lequel se trouve cette mosquée, c'est le plus ancien qui date quand même du Xe siècle. Et on suppose que la mosquée a été construite en 935. Après Jésus-Christ. Cette mosquée a été construite sur les ruines de la Casbah berbère, voire même à l'époque médiévale. Je pense même qu'elle a été construite sur des ruines romaines. La construction de la mosquée de Sidi Ramadan a précédé l'agrandissement d'Alger opéré par les Turcs. Son architecture n'est donc pas ottomane. Elle aurait été construite entre le Xe siècle et le XIe siècle pendant la période des Almoravides. L'architecture, elle est très basique, c'est-à-dire c'est une architecture locale, couverte de tuiles. C'est une architecture très simple. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de mosaïque, ou il n'y a pas de céramique dessus. C'est le type d'architecture amazigh, amazigh de chez nous. On privilégie beaucoup plus la prière et la méditation dans les mosquées à cette époque-là par rapport à ce qu'on retrouve un peu plus tard par les Ottomans. Ils ont ramené toute cette décoration qu'on va retrouver par exemple dans les autres mosquées de la Casbah. Elle dispose d'un minaret carré, de toit en double pente et recouverte de tuiles rouges, posées à double versant et placées transversalement. 18 colonnes en pierre dessinent 3 allées longitudinales de 3 mètres de large et 9 travées latitudinales correspondant aux 9 toits couverts de tuiles. Et selon toutes ces données, nous pouvons distinguer que c'est une architecture typiquement de l'ère des Almoravides. Cette petite pièce est un autre témoin attestant du savoir-faire des populations de l'époque. Autre détail architectural qui confirme qu'elle a été édifiée depuis l'ère des Almoravides, c'est cette pièce dans laquelle on range la chair, une caractéristique qui est propre aux Almoravides. Lieu de culte emblématique situé dans la Haute-Casbah, près du lieu où s'élevait le Casbah al-Qdima, la mosquée de Sidi Ramadan garde son cachet d'antan. Elle est classée patrimoine national. Elle allie simplicité et raffinement, tout comme la citadelle qui l'accueille. Voilà, très très belles images de la mosquée Sidi Ramadan. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes Fatma Zahra. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes déjà rencontré, donc vous êtes vous êtes une habituée des plateaux de Bonjour d'Algérie. Oui. Oui. Apparemment, je vais devenir une des vôtres. Une incontournable. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Donc vous êtes photographe et vous en fait vous essayez de capturer
on va dire, la vie, l'architecture, les détails de la Casbah, mais pas que de la Casbah d'Alger, mais pratiquement toutes les Casbahs. Voilà, toutes les Casbahs d'Algérie sont intéressantes. Toutes les Casbahs d'Algérie cachent des trésors inestimables, que ce soit en patrimoine architectural, vestimentaire ou même l'art culinaire. Donc vous êtes là de nouveau avec nous parce qu'en fait tout simplement c'est le mois du patrimoine, donc le patrimoine est à l'honneur et vous êtes conservatrice de ce patrimoine-là. Oui, c'est un devoir pour moi parce que je dois, à mon avis, je dois tout faire pour que tout ce qui concerne le patrimoine tana, qu'il soit architectural ou d'un autre genre, il doit être conservé à tout prix et il doit être surtout appris à nos enfants. Nos enfants doivent être au courant de tout ça et ils doivent connaître notre patrimoine pour ne pas qu'il soit vraiment délaissé. Remettre on va dire le remettre au goût du jour et surtout donner le goût et l'amour de cette histoire, donc de ces lieux chargés d'histoire. Voilà, parce que derrière chaque chose, que ce soit batata flio, un plat de rien du tout, derrière il y a toute une histoire, il y a tout un savoir-faire qu'on ne doit pas perdre et que nos enfants doivent apprendre à tout prix. Exactement. C'est notre histoire. Donc c'est ce que vous avez fait un petit peu à travers l'exposition que vous avez faite dernièrement à la Fondation Asla. Voilà. J'ai exposé des photos du vieil Alger, pas que de la Casbah. J'ai essayé de zoomer sur des vestiges très très importants parce que pour moi, derrière chaque fontaine, chaque mosquée, il y a une histoire que tout le monde doit savoir. Moi, je pense que si vous voulez avoir un présent ou un futur parfait, il faut savoir et il faut surtout connaître son passé. Et le passé, c'est la Casbah. Effectivement, donc vous démarrez toujours de la Casbah. Et bon, c'est vrai que vous sortez aussi au dehors, vous essayez aussi de capturer tout ce qu'il y a autour. Oui, parce qu'il n'y a pas que la Casbah. Il y a le vieil Alger aussi. Le vieil Alger, c'est Souahel, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a des vestiges, pas forcément قدم بزاف تلقى un petit truc qui a juste une centaine d'années, mais il fait des histoires, fait beaucoup de choses à découvrir. En fait, effectivement, on sait très bien que toute la banlieue d'Alger est chargée d'histoire. Entre autres, par exemple, l'histoire de Belkhadem. On sait très bien exactement. Belkhadem, Bouzarea. Il y a toujours... une petite bon, c'est une appellation, mais en fin de compte, derrière, il y a une histoire. Il y a une histoire, effectivement. Et il reste en fait quelques vestiges. Vous arrivez à les trouver à travers le nouveau bâti. Difficilement, difficilement, parce que les nouvelles habitations, les autos et tout, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué, exactement. Il reste aussi, après, il y a des palais, des palais d'été aussi. Heureusement qu'eux, ils sont en fait conservés. Bien sûr, il y a le Bardo, il y a la villa Abdeltaif, il y a la villa Aziza Kain quand même. Alhamdoulilah. Très bien, très bien. Donc, bien entendu, toujours mois du patrimoine, c'est le mois où on repasse tout en revue, où aucun détail n'échappe. C'est ce que vous avez fait, en fait, c'est ce que vous allez faire à Tlemcen. Inch'Allah, pour le 24, il est prévu une exposition, le musée de Tlemcen, avec un groupe de photographes. Vous êtes à combien? On est une dizaine. Il y aura presque de chaque région. On va exposer les Casbahs d'Algérie. Donc là, c'est les Casbahs d'Algérie. Là, on sort carrément de l'algérois pour aller vers... Il y aura celle de Constantine, il y aura celle de Boussaada, il y aura celle de Tlemcen, Tiaret. C'est pour dire que l'Algérie tout entière est un patrimoine. On sait très bien qu'il y a à peu près 350 petites Casbahs à travers disséminées comme ça à travers toute l'Algérie. Eh ben oui. Mais je ne sais pas, les Casbahs, même les Qsour, il y a des déficits, il y a toujours quelque chose l'Algérie est un terrain très très fertile pour nous. Il ne demande qu'à être découvert. Donc pour le 24 à Tlemcen, votre exposition portera sur quoi exactement? Quels sont les lieux que vous avez immortalisés? Moi, je vais être concernée par la Casbah d'Alger. Donc vous représentez, dans cette exposition, vous représentez Alger. D'accord. Je vais exposer 3 ou 4 photos qui sont il y aura une mosquée. Laquelle? Oui. Quelle mosquée? J'ai choisi Sidi Ramadan, la plus vieille mosquée d'Alger. Donc qui a été rénovée comme on a pu le voir.
Je ne sais pas. Je ne peux pas parce que mes amis me dakhel, mais normalement, on va voir. Voilà. Je vais vérifier ça de près. Voilà. D'accord. Ouais. Il y aura une vue générale de la Casbah et il y a une petite ruelle. Une petite ruelle fait une petite histoire et tout. Et j'ai essayé de participer avec ça. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un reportage ensemble. C'est les plus vieilles mosquées d'Alger et c'est un sujet signé Sophia Chouban. On regarde. Parmi les plus vieilles mosquées de l'époque médiévale figure celle de Sidi Hamdan en Haute-Casbah, qui date du XIe siècle et porte le nom du saint Sidi Hamdan. C'est une mosquée dont l'architecture austère a résisté au temps. Après sa restauration, elle continue à accueillir de nombreux fidèles. Par contre, la grande mosquée bâtie en 1097 est l'ouvrage du sultan Ibn Tashfin. Jama al-Kbir est classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992. Donnant face à la mer, cet édifice religieux de style mauresque est remarquablement orné de céramique et de bois, ce qui lui confère une stature particulière qui force l'admiration. Mais c'est durant l'ère ottomane que Jama al-Safir a été édifié en 1534. Située à l'intérieur de la Casbah, cette mosquée est devenue un lieu incontournable pour les fidèles. Restaurée en 1793 par Baba Hassan, elle fut à nouveau réhabilitée par le Dey Hussein et continue d'accueillir les gens de la cité pour les prières. Dans le même sillage des rues de la Casbah s'érige la mosquée de Sidi Abdelrahman Tahalibi, construite en 1621 en Haute-Casbah, en mémoire du théologien et soufi Sidi Abdelrahman qui repose dans ce mausolée où viennent se recueillir en prière de nombreux visiteurs. D'ailleurs, c'est en 1696 que le Dey Ahmed a transformé la tombe du saint en mosquée. Quant à la mosquée Ali Betchin de Zoujayoun en Basse-Casbah, elle, a été classée par l'UNESCO puisque son bâti date de 1622.
Mais l'aura particulière des vieilles mosquées de la Casbah donne un cachet spécifique à la cité, qui booste ainsi le tourisme cultuel et culturel d'El Mahrousa. Voilà, c'était un sujet de Sofia Chouban qui nous fait découvrir les mosquées de Mahrousa. Alors, El Mahrousa qui vous fait encore rêver, encore et encore, hein, on peut le dire. Oui, bien sûr. Il y a toujours quelque chose à trouver, surtout. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse un peu plus que d'autres qui attire votre attention, peut-être? La Casbah, c'est Sanaa. Parce que quand il y a des petites boutiques c'est très très intéressant. كاين تاع النحاس هذاك اللي يلمع النحاس كاين دي بيجوتيي كاين دي ébénistes c'est très très intéressant comme truc. En fait ça c'est on refait vivre la Casbah en réimplantant tous ces petits métiers. الصناعات هذوما ça fait revivre les ruelles déjà كي تجوزي هكذا وتشوفي هكذا une petite boutique بالنحاس كاع هكذاك مفرش et tout. Croyez-moi, ça fait chaud au cœur quand même. Ça fait chaud au cœur. Voilà, en fait, effectivement, on la sent vivante donc à travers tous ces métiers, donc des anciens métiers qu'on remet, on essaye de les remettre en fait comme ça à leur place pour redonner ce cachet à la Casbah et surtout pour ne pas les perdre. Il ne faut pas qu'elle meure. C'est tout, les petits métiers, des petits restaurants, des petits trucs culinaires, je vous assure, ça attire énormément de monde. Il ne faut pas beaucoup. كاين هذاك la sardine, le repère. Je vous assure, le rachid يجي قدامه en même temps يشوفوا tout ce qu'il y a autour. C'est des Ramadan. Le resto de Momo aussi. Oui. كاين تحت هذاك avant c'était حمام سيدنا. Donc c'est transformé en un resto تاني. C'est très beau à découvrir. كي تدخلي الفواره هكذا et tout. Ça donne envie de découvrir et d'y vivre. D'y vivre, effectivement. Il y a une œuvre comme ça, juste pour... En fait, on réussit comme ça à attirer donc, les touristes, que ce soit des touristes locaux ou des touristes, on va dire, venus d'ailleurs aussi. Oui, des étrangers, des Européens, des Américains même. On les croise maintenant, c'est devenu un quotidien. Voilà. Oui, c'est très... En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de rester encore avec nous et on va découvrir cette fois-ci donc la Casbah, mais à travers en fait les heurtoirs de ces portes. Donc, ces heurtoirs ont une histoire. Ils ont aussi, je pense que tu le sais très bien, Fatma Zahra, que en fait chaque heurtoir a une spécificité, que ce soit des heurtoirs pour hommes, pour femmes, ou même aussi les portes aussi ont toute une histoire et même une fonctionnalité bien. Donc, on regarde le sujet de Faria El Hamdi, les heurtoirs de la Casbah, et on revient des portes. Au fil de mes balades à travers les dédales de la Casbah d'Alger, je suis tombée sous le charme des portes des maisons, qui ont traversé les siècles. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'est les différents modèles d'heurtoirs qui ornent ces portes. De véritables joyaux du patrimoine algérois. On le retrouve un petit peu dans les palais, dans les grandes maisons, les manoirs, etc. Et bien sûr, petit à petit, il est descendu vers l'Andalousie et on le retrouve vers le 15e, 16e siècle. On retrouve un petit peu l'heurtoir mauresque, typiquement mauresque. Il y avait plusieurs modèles, mais le plus connu, c'est celui d'une main portant une pomme ou sans pomme, portant une bague ou pas. Le heurtoir, appelé à Alger Nah, est une pièce de métal composée d'une partie fixe à laquelle s'agence une partie mobile, destinée à frapper sur la première pour demander l'ouverture d'une porte. Nous avons un modèle de heurtoir. Tout à l'heure, je disais que l'origine de l'heurtoir algérois vient de l'Andalousie. C'est après la chute de Grenade. Donc, les Andalous sont installés à Alger, mais pas uniquement à Alger. On le retrouve aussi à Tlemcen, on le retrouve un petit peu dans les grandes cités, les anciennes cités. Mais ici à Alger, le modèle le plus répandu, c'est le heurtoir avec une main.
Mais on retrouve aussi d'autres modèles, et nous avons ce modèle qui vient de la région de Tlemcen. Bien sûr, à l'origine, il est andalou. Donc on le retrouve un petit peu à Tlemcen, on le retrouve aussi dans les ports de Marrakech, au Maroc, voilà. Ils sont fabriqués de différentes formes: anneaux, mains, marteaux, en fer, bronze, cuivre ou en bois. Il faut savoir que les heurtoirs sont apparus dès le XIe siècle en Europe et ont été introduits à Alger par les Andalous, après la chute de Grenade au XVe siècle. Mais la forme la plus connue est celle de la main qui symbolise chez les musulmans l'accueil. Cette forme qu'on retrouve le plus souvent sur les portes de la Casbah. Plusieurs modèles existent à la Casbah, avec 3 situations constatées et 3 symboliques différentes. Monsieur Benhouhou nous en parle. D'abord, nous avons des heurtoirs où on ne trouve aucune bague. Donc la main n'a aucune bague. On appelle ça la main de Marie, Yid Maryam. Donc c'est Marie l'Adra, Maryam l'Adra, donc elle ne s'est jamais mariée, donc elle ne porte pas de bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des chrétiens. Donc il suffit juste de regarder pour savoir que ça c'est une maison habitée par des chrétiens. Lorsque le heurtoir, la main porte une bague dans l'annulaire, comme dans ce cas-là. On appelle ça Yid Fatma, la main de Fatma. Bon, Fatma, c'est la fille du prophète, elle était mariée, donc elle porte une bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des musulmans. Et lorsque la bague se retrouve dans le majeur, donc on appelle ça la main de la juive, Yid Lihudia. Donc, si on voit la main comme ça, avec la bague ici, ça rappelle la ménorah, qui est le chandelier aux 7 branches, symbole des Juifs. Donc la maison est habitée par des Juifs. Le nah ou heurtoir a donné chez les Algérois une expression drb nah que beaucoup de personnes utilisent pour demander de fermer les yeux sur quelque chose, mais sans savoir exactement le lien entre nah et fermer les yeux. Voilà, un beau reportage de Faria El-Hamdi. Donc on a découvert Nah, donc Darbona. Elle est encore on va dire utilisée cette expression de nos jours. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on revient à votre exposition que vous allez, qui va démarrer donc le 24. Voilà, donc à Tlemcen. Et on va voir au fur et à mesure qu'on discutera ensemble, on verra donc les photos que vous avez prises. Et surtout, on voudrait savoir, en fait, comment se porte votre choix sur une photo ou une autre, ou en même temps aussi dans le choix. Donc, quand vous choisissez un lieu ou un objet, peut-être. Généralement, il y a un وقت précis pour les photos. Généralement, soit c'est tôt le matin, ou là où les lumières sont magnifiques, ou bien بعد العصر. أنا نحب بزاف بعد العصر. J'aime aussi, ouais, même maintenant. Il y a une lumière très spéciale. Et puis la Casbah devient, je sais pas, عندها واحد des couleurs, même le bleu تاع le ciel, il reflète sur les bâtisses blanches, ça donne un très très beau reflet. D'accord. Ça c'est l'œil acéré de. Et surtout si après une nuit pluvieuse, l'atmosphère est plus propre, donc plus apte à être prise en photo. D'accord. Donc vous avez pris quoi exactement dans la Casbah comme La Casbah, photo? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les ruelles, mais j'essaie de prendre une profondeur. Mais si juste avec une porte ou là, ça m'intéresse pas toute une ruelle. Parce que généralement, c'est plus intéressant. Une ruelle, vous pouvez trouver la fontaine. Donc par exemple, cette photo avec... Qu'est-ce qu'elle vous rappelle? C'est les grands-mères. هاد لا دام كانت جايزه باغازار جايزه في القضيه نتاعها وجايزه هذه سي لا ري بوشلاغم مع لو ريفلي تاع سور لو بافي في الدار ديتو مع لاخكا ديتو بالصباط هذاك je pouvais pas rater. Voilà. Effectivement. Donc on voit tous les détails donc cette photo entre ombre et lumière. Voilà. Hein?
Et celle-ci? C'est la rue des Abderrahim. هذه يعيطوا لها دار الصداقة avant. هذه spécialement c'est je sais pas si هذوك les petits bouts de bois يعيطوا لهم بس هذاك c'est du عرعر. C'est très important pour les constructions في الدويرات et tout parce qu'il paraît que c'est antisismique. Ça fait l'emplacement تاعهم par rapport الدويرة اللي avant اللي جاية هكا juste après. Ça a donné un très bel angle. Je ne pouvais pas rater ça. Effectivement, voilà. Donc vous l'avez bien capturé. Même mal les escaliers en même temps. Et on devine même un petit peu les ruelles qui deviennent encore un peu plus étroites, voilà. Qui montent. Et pour celle-ci, Sidi Ramadan, la plus vieille mosquée d'Alger, je ne pouvais pas la rater bien sûr parce que c'est une des premières mosquées اللي بناوها et tout. Et puis عندها مع العين ديالها مع juste le balcon اللي كاين en face. Les lumières taha sont magnifiques. J'ai choisi spécialement en noir et blanc parce que le ciel il offrait un dégradé magnifique. Effectivement, voilà, il est super, très très beau et en même temps avec tous les détails de ce minaret. Et donc celle-ci, là vous avez mis de la couleur. Oui, j'ai beaucoup aimé cet endroit, surtout pendant le confinement. C'était vide. Ah, vous étiez seul au monde. Ah oui, et c'était très très propre. Alors c'était vraiment à ne pas rater. Et puis l'endroit et tout, c'est très paisible. C'est le havre de la paix pour moi. Voilà. C'était des petites jeunes filles qui nous هكذا بالحايك في le palais Mustafa. Elles faisaient une petite visite et tout. هكذا بالحايك عجبوني. C'était magnifique. Ça rappelait les femmes d'antan, بكري, qui quand elles se préparent pour sortir. Et je pense que vous les avez prises sans qu'elles le sachent. Ça se voit. Elles vous ont pas vu. Vous les avez capturées comme ça en train de. Ça se voit donc dans des discussions. Voilà. Et pour celle-ci? C'est la bataille d'Alger. C'est l'endroit où ils استشهدوا حاسب بن علي وعلي la pointe et tout. Oui, très belle image. هذه c'est une ruelle الفوقة كامل كيما باب جديد. هذه je vous assure j'ai pas eu besoin de la traiter. Regardez les couleurs تاع les murs. هذاك le petit morceau تاع هذيك الشجيرة هذيك اللي ناضت. Je sais pas les couleurs. Je ne pouvais pas rater parce que le sabbat juste à côté, le bab, le pavé, la voûte. Oui, effectivement, oui. Donc, il y a plein de couleurs alors qu'on sait très bien que généralement la Casbah, les murs sont au chaud blanc. Voilà. Donc, Hadi, c'est une amie qui a posé pour moi le petit haïk et tout. On a joué le jeu, mais c'est que le jeune homme derrière, c'était un hasard. Ça fait, il y a eu le haïk, il y a eu le tongay, il y a eu en face هذيك التويقة فيها الفوق هذوك زوج حمامات et tout. Ça a donné un très beau cocktail. Effectivement. Et j'ai l'impression que je ne sais pas comment vous arrivez à créer de la couleur. Des fois, je vous assure que c'était un hasard. Parce que les lumières, des fois, تجوزيها هذيك la ruelle مع صباح et tout, هكا تكون naturelle. Mais تجوزيها juste après العصر ولا c'est autre chose. Alors et pour Ella, هذه ثاني هذه الزنيقه ماشي بزاف اللي يجوزوا منها اي بورتون شابه بزاف. شوفي لي كولور تاع لي بورت بارابور لو بافي. Elles sont, oui, effectivement, elles sont plutôt d'une couleur. ما شوفي يعني با ريستوري ما فيهاش حاجه كبيره بصح هاد لي غفلي اللي ما تلقايهمش ايور. Et en même temps aussi même le décrépissage des murs aussi ça donne. Et la profondeur تاع la rue. Voilà. Très belle. هذه لازم تديني, je connais pas. Oui, bien sûr. هذه c'est ma préférée. Est-ce qu'on peut revenir juste à celle d'avant? Oui, c'est ma préférée parce que هذه حكمتها juste مور العصر. شوفي الخيال تاع كيفاش شغل قسم لو بافي اون دو اي بي هاد لاركاد مالوروزمون دوكا شغل هربت شويه صافي راهم دايرين لها دي سوبور اون بوا صافي بور لا ديكوفرير comme ça c'est impossible. D'accord. Donc depuis la photo, cette espèce de voûte et elle s'est détériorée, ça fait داروا لها هذوك لي سوبور et tout. Ça fait باش تعاودي تشوفيها هكا ça va être très difficile. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Inchallah. Non, j'imagine que oui parce que je ne sais pas si vous avez vu, moi je suis passée dernièrement et j'étais agréablement surprise par la rue pas la rue d'Izli en fait, la rue Baba Azzoun.
Oui. Par la rue Baba Azoun. Et en fait, la profondeur donc, de cette rue, elle a été rénovée et c'est magnifique. Ça peut qu'être magnifique, bien sûr, parce que tout ça, c'est des... Il faut pas تخلوهم يا سيدي ça demande pas beaucoup de choses. ما نحبوش هذاك لو بارفي من هيتو juste un coup de peinture شويه ترقيعات منه. Non, mais en ce qui concerne la rue Baba Azoun, ça a été vraiment fait, ça a été fait dans les normes. Effectivement, c'est un gros chantier, c'est des grosses œuvres et c'est tous les détails sont repris. Tous les immeubles qui doivent être refaits. Voilà. Vraiment. J'imagine que ça va avancer petit à petit et le travail est réellement. Le rendu est sublime. Franchement, le rendu, et je vous conseille d'y aller. Ça faisait quelques années. Mais quand je suis passée, je me suis dit, waouh, c'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire à propos donc, des expositions? La dernière exposition que vous avez faite, c'était, vous avez dit... C'était vraiment un grand succès parce que j'ai eu beaucoup de visites. Beaucoup d'enfants aussi étaient très, très intéressés. C'est le vieil Alger et tout. Ce que je propose, c'est les écoles. Les écoles, donc des sorties pédagogiques. Voilà, des sorties pédagogiques pour le vieil Alger, pour la Casbah. Surtout les profs d'histoire. Ça serait merveilleux qu'ils donnent leur cours d'histoire l'endroit lui-même. Un professeur qui doit parler de la Casbah ou de l'époque ottomane, ça serait merveilleux qu'il explique directement à ses élèves les élèves ils sont plus intéressés. Je vous assure, les enfants ils aiment le melmous. Oui, c'est vrai. Avec le virtuel, on doit dépasser ça. Il se met l'histoire, et tout. Non, c'est pas intéressant. En fait, ça se fait quand même. Hein. Dernièrement, j'avais assisté. C'était une école qui avait amené des enfants du côté de la Casbah de Dilis. Voilà. Et ça a été un bonheur pour ces enfants. Les enfants, ils sont très très heureux. Ils chauffent. Ils disent tiens, cette place, telle princesse, tel roi. Ça les intéresse, les enfants. C'est comme ça qu'on peut attirer leur attention. Bilmelmous, ils doivent toucher la chose. C'est la génération ça. C'est vrai. Bon, l'histoire c'était le prof, il racontait voilà, on écrivait, ça s'arrête là. Mais les nouvelles générations, ils aiment le melmous. Effectivement. Ça fait, il faut les encourager. Donc, avis aux établissements, à peut-être pour des sorties pédagogiques. Des sorties pédagogiques au niveau de la Casbah, mais pas de la Casbah d'Alger, ou peut-être même un peu plus loin. Bon, on parle de l'Algérois, donc on peut aller jusqu'à, comme je vous ai dit, celle de Dilis, qui n'est pas. Oui, exactement. Le trajet n'est pas très loin. Celle de Béjaïa aussi, très intéressante. Larouat, Ghardeya, Tiaret, Tlemcen. Est-ce qu'il y a une de ces Casbahs qui vous a... Bon, je sais que votre coup de cœur, c'est la Casbah d'Alger. J'ai beaucoup aimé celle de Constantine. Malgré Reiba, فيها vraiment... راحت فيها, mais عندي de très beaux souvenirs. حوست بيا une amie, دارت لي une visite. Une vraie Constantinoise. Oui. Oui. دارت لي une visite VIP. Déjà, je lui fais un petit coucou. دارت لي une visite VIP في السويقة. J'ai beaucoup aimé. Bon, ça m'a fait mal au cœur. Parce que la saleté et tout ce qui s'ensuit, mais elle est magnifique. Donc, ça serait pas ça serait voilà, bien. Ça serait pas dommage. Voilà, donc ce qui se fait, ce qui est bien, c'est que comme je vous ai dit, donc toutes ces Casbahs déjà sont classées. Il y a un travail de rénovation qui est en train d'être fait au niveau de toutes ces Casbahs, de toutes ces petites dinas à travers tout le territoire national. Comme je vous l'ai dit déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la basse Casbah d'Alger, donc beaucoup de travaux sont mis en œuvre et en même temps aussi donc pas déplacer les habitants, mais en fait essayer d'aider les propriétaires de maisons au niveau de la Casbah, donc essayer de les aider, de leur donner un apport financier pour pouvoir les aider on va dire, à entretenir ou peut-être même faire des travaux de rénovation dans ces maisons-là. Oui, bien sûr, il y a بزاف des privés, par exemple qui Dar Salam, bon, c'est beaucoup plus une zawiya, mais l'association qui s'en occupe, elle est داروا لها لو ستيل تاعها ما خرجوش عليه. هذه premièrement, elle a été très bien restaurée. كاين الدويره الفوقه كيما العين مزوقه تاع الحاج مختار ثاني تعاودها دون فاصون ميرفي. الى ميم يو دي بري عليها. كاين الدويره تاع الحاج زوبي الله يرحمه يعاودها هو في حياته ثاني.
اي مازالت دار المحروسه حتى لدوكا. كاين دار الشجور ثاني elle est très très bien refaite. Ça fait ce serait merveilleux si c'est le cas pour presque tout. Bon li vraiment رايبين il vaudrait mieux يكملوا يواسيوهم parce que ça reste dangereux quand même. En tout cas maintenant là, au niveau de la rénovation, il y a des techniques il y a des techniques extraordinaires, et des les nouvelles équipes algériennes, j'ai été très impressionnée. Oui, excellente. Sidi Abdelrahman Aoudou des Algériens. Oui. C'est une agence algérienne et ben je les salue. On leur tire chapeau en tout cas. Ils ont fait un très beau travail. On salue donc toutes ces initiatives et toutes ces personnes qui œuvrent, que ce soit la société civile ou que ce soit l'État, donc de tous ces efforts qui sont en train d'être faits pour sauvegarder ce patrimoine. Et surtout que ça reste algérien, c'est un honneur pour nous, que ce soit les Algériens qui rénovent leur Casbah. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Fatma Zohra Hadj Ahmed. Merci d'avoir été parmi nous et de nous avoir parlé donc de votre passion, de votre regard très particulier sur toutes les Casbahs, que ce soit celle d'Alger ou celle d'ailleurs. Je vous propose de suivre avec nous. Alors tout de suite, c'est un gros plan sur l'École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels à Tipaza. Donc c'est un sujet signé Faria El Hamdi. On regarde. Créée en 2008, l'École supérieure de conservation et de restauration des biens culturels est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui se trouve à Tipaza, une région dont la réputation en matière de patrimoine n'est plus à démontrer. Donc nous avons des modules en histoire, en technologie du matériau, caractérisation, etc. Donc tout ce qui est technologique. Nous avons de l'histoire, nous avons de la conservation-restauration, théorie pratique de la conservation-restauration, et nous avons des modules d'appoint tels que les relevés, etc., la photogrammétrie. Nous avons inséré bien sûr le numérique, on est à l'ère du numérique. L'école a pour mission d'assurer la formation supérieure et la recherche scientifique en relation avec l'évolution des technologies en matière de conservation et restauration des biens culturels, ainsi que de prendre en charge la formation de l'enseignement des étudiants dans ce domaine. La spécialité, c'est la conservation et restauration des biens culturels mobiliers. La restauration de tableau sujet de mon mémoire, de l'âme. باش نبداو la restauration déjà لازم نعرفوا l'histoire تاع هذا le tableau, تاع l'endroit, تاع le peintre, les techniques اللي كان يوتيليزيهم باش نعرفوا comment le traiter. Donc il y a plusieurs étapes. Dans un protocole qu'on doit suivre. Ou la dernière étape, c'est la retouche. Nous avons des formations au niveau des ateliers et des sorties pédagogiques, aussi au niveau des musées et des sites historiques. وساوي les étudiants un atelier de céramique, un atelier de moulage. Par exemple كي وساو السيراميك كي درنا سيراميك كان اوبليجي عندنا يكون عندنا ماتيريال سبيسيالمون للسيراميك. عندنا المولاج، عندنا aussi matériel يخص la restauration des différents matériaux comme par exemple le verre, le métal. On a aussi matériel qui concerne les tableaux, comme par exemple la spatule chauffante. On a aussi d'autres comme le pistolet air chaud. On a d'autres matériels comme pour nettoyer les textiles, par exemple comme le mini aspirateur avec ses accessoires. Et dans le cadre de la formation initiale, l'ENS CRBC propose un enseignement qui permet l'acquisition des bases théoriques et pratiques pour comprendre les biens culturels et leur état de dégradation, et dont l'objectif est de définir les stratégies pour leur conservation et restauration. Voilà, c'était un reportage signé Faria El Hamdi et m'a rejoint donc pendant le reportage Jugurta Dehiles, c'est ça? Exactement. Bonjour. Bonjour, vous allez et bien? Bienvenue, merci. Donc vous êtes étudiant à l'école supérieure polytechnique? Donc à l'école nationale polytechnique d'Alger. Très bien, merci d'être là. Merci beaucoup avec ça. Et alors nous avons aussi donc Abdelrahman Saïdani. C'est exact. Voilà, donc bonjour. Bonjour à vous. C'est comme ça, merci d'être là.
Merci à vous. Donc, vous êtes là pour nous parler d'un événement qui va se passer le 6 mai, c'est ça? Le 6 mai, on parlait de la culture. Voilà, donc déjà, présentez-vous et dites-nous un petit peu ce que vous êtes venu nous raconter ce matin. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et merci pour l'invitation, bien sûr. Donc, je m'appelle Delaï Zoughirta, comme vous l'avez dit. Je suis étudiant à l'École nationale polytechnique d'Alger. Et je suis ici pour vous parler de l'événement Célébra Science, qui va se passer le 6 mai au Palais de la Culture. Donc, c'est un événement organisé par le CAP. Donc, le CAP, c'est quoi? C'est quoi le CAP, justement? Donc, le CAP, c'est le club d'activité polyvalente. Il a été fondé en 2010 par des étudiants de l'École nationale polytechnique qui voulaient un espace de partage et d'apprentissage. Parce qu'avec la pression à l'École nationale polytechnique, c'est vraiment difficile de faire la part des choses et de prendre du plaisir. Donc, c'est fait pour cela. J'aime bien, vous restez, mais vous restez toujours dans tout ce qui est science et bien sûr, vous vous éloignez pas beaucoup. Bien sûr, on reste toujours dans le champ lexical. Exactement. Donc, c'est quoi exactement qui va être fait, Abdelrahman? L'événement s'appelle Célébra Science. Il est prévu pour le 6 mai au Palais de la Culture. C'est un événement organisé par le CAP. Alors, on prévoit diverses activités. D'abord, des conférences sur différents domaines de la science, comme les mathématiques, la philosophie, l'astronomie ou la robotique. Après cela, pour rendre cette science plus intéressante, parce que la science peut être très ennuyante des fois, comme on la présente de la manière classique. Alors, nous, on essaye de la rendre plus festive, plus accessible au grand public. Alors, on pourra avoir des activités comme des stands présentés par des clubs où les visiteurs pourront être beaucoup plus proches de cette science présentée pendant les conférences. Aussi, il y aura des workshops, donc ils pourront interagir avec les experts de ces sciences. Donc, voilà. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le CAP Nous organisons divers événements dans le domaine culturel, comme Djer Hafizman. Elle a été faite l'année dernière, l'Opéra d'Alger. Donc, plus de 1400 places, elle a été pleine. Et c'était quoi exactement? Rappelez-nous un petit peu l'événement. Donc, Djer Hafizman, c'était un événement où on retrace l'histoire de l'Algérie par la musique et par le théâtre. Donc, on a retracé de l'époque, on va dire Fatimia, jusqu'à nos jours. D'accord. Donc quand même, vous avez rempli l'Opéra d'Alger, pratiquement? Oui, on a rempli l'Opéra d'Alger, pratiquement. Donc un événement qui a eu beaucoup de succès. Oui, vraiment. Donc c'est ça qui vous a donné envie de rester toujours dans ce genre d'événement? Effectivement, oui, dans l'esprit festif et dans l'esprit de la vulgarisation. Et en vrai, la dernière édition de Célébra Science, c'était en 2019, donc après 4 années d'absence. Il était grand temps qu'on revienne, bien sûr, parce que le domaine scientifique, il est vraiment très intéressant et on voit malheureusement qu'il n'est pas bien vulgarisé. Et c'est pour cela qu'on vient, afin de faciliter ce contact et de transmettre notre passion, surtout aux plus jeunes, parce que c'est bel et bien notre but. Effectivement, c'est vrai que quand c'est présenté différemment, surtout quand c'est, on va dire, pas d'une manière ludique, mais beaucoup plus sympathique, peut-être un peu plus simple, simplifié, ça attire plus, on va dire, grands et petits. Hein. Bien sûr, oui. Vous allez peut-être même réconcilier des grands qui étaient peut-être fâchés avec les mathématiques ou fâchés avec la philosophie. Ah, surtout, hein. Surtout. Alors, vous êtes fâchés avec quoi? Les maths? Bon, pas les maths. Peut-être plutôt avec la philo ou l'histoire, non? Parce que la façon avec laquelle on a étudié ces sciences qui peuvent être très très intéressantes, mais la façon avec laquelle on a étudié Hadouma, elle peut par exemple effrayer quelques personnes parce que on les découvre à l'école et ça peut être très stressant. Alors notre événement, on pourra rendre ces sciences plus accessibles et c'est très ouvert au public, donc de tous les âges, que c'est écoliers ou alors étudiants ou même diplômés. Les différents domaines présentés dans notre événement, ils vont forcément vous intéresser et vous allez forcément en apprendre beaucoup sur ces sciences.
D'accord. D'ailleurs, vous êtes invité, ainsi que tout le monde. Je serai là, j'ai pris note. Donc c'est ça, ça sera le samedi, le samedi 6 mai. C'est bien, je trouve que c'est une journée déjà où pratiquement tous les enfants, c'est une journée de libre, ils pourront venir facilement et en même temps, de temps en temps, vous savez, ce genre d'événements font que, surtout les enfants par exemple qui sont au collège ou qui sont au lycée, en fait ça pourrait par exemple leur ouvrir des portes sur quelque chose qu'ils n'aimaient pas particulièrement, mais vous allez leur faire voir d'une manière différente. Exactement ça. C'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas. C'est de faire aimer la science de façon générale. Parce qu'effectivement, il y a toujours cette crainte. Surtout lorsqu'on est lycéen ou collégien, on ne sait pas vraiment quoi faire. On sait qu'on veut toujours être astronaute, ça c'est sûr. Oui, astronaute, médecin. Exactement, astronaute, médecin, avocat. Quand on est plus petit, pompier pour les garçons aussi. Voilà, exactement. Sinon, ou médecin, mais sinon, il y a beaucoup d'autres domaines. Il y a l'histoire, il y a vraiment l'astronomie, et bel et bien d'autres. Et c'est ce qu'on va essayer de convier, Inch'Allah, grâce notamment à notre sponsor qui nous a aidés dans cette démarche et dans cet événement. C'est l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, donc Al-Naft. Donc un grand merci à eux. Et voilà. Et donc, on va dire, qu'est-ce qui vous a aidé, à travers ce sponsor, qu'est-ce que vous avez eu de plus? Bon, j'imagine peut-être plus de matériel, plus de moyens. Exactement, voilà, oui. Plus de moyens et effectivement une place prestigieuse pour un événement qui fait un retour en force, Inch'Allah. Effectivement. C'est vrai que le lieu est magnifique déjà. C'est déjà une balade déjà pour commencer. Donc on découvre déjà le lieu et après on découvrira toutes ces sciences simplifiées pour tout le monde. Donc vous m'avez dit, qu'est-ce qu'il y a exactement? On a dit les mathématiques. Il y a la philosophie, les mathématiques, la mécanique, physique, l'architecture, etc. L'astronomie, la robotique. Et en fait, pour cette édition, on a choisi le thème l'histoire de la science, parce que quoi de mieux que de retracer l'histoire de la science pour la rendre plus intéressante. Et il est beaucoup plus facile de comprendre comment on en est arrivé là, comment les sciences ont évolué, en revenant au passé pour découvrir comment nos ancêtres ont pu développer ces sciences. D'accord. Est-ce qu'il y aura des travaux pratiques? Est-ce qu'il y aura des démonstrations? Est-ce que ça sera, on va dire, beaucoup plus visuel et peut-être plus? En plus des conférences qui seront tenues le matin, il y aura plusieurs activités, plusieurs stands où les visiteurs ils pourront directement parler aux experts en ces sciences. Et il y aura des workshops, donc ils vont interagir et voir la matière, donc les applications directes de ces sciences présentées pendant notre événement. Effectivement, donc une très très belle initiative. Je trouve que vraiment c'est une idée magnifique de refaire découvrir ou de refaire apprécier ou carrément d'aller voir comme ça. Voilà, d'aller voir tout ce que vous avez fait. Une très très belle initiative de votre part. Et j'espère que vous aurez le public dont vous rêvez. Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Donc voilà, on va lancer l'appel. Soyez nombreux le 6 mai. Donc, le 6 mai au palais de la culture Moufdi Zakaria. Donc soyez à partir de quelle heure? Voilà. Donc on va donner l'heure. À partir de quelle heure? À partir de 10h, Inch'Allah. D'accord. À partir de 10h du matin jusqu'à 16h? Jusqu'à 17h. 17h. Bah, vous aurez toujours des retardataires qui ne voudront pas partir. Ah oui, sûrement. Donc on va dire 8h. Allez, on va dire 8h après. Effectivement. Donc soyez nombreux samedi 6 mai au Palais de la Culture. Merci beaucoup. Merci en tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci à vous. Voilà, j'espère que voilà, il y a échec. En tout cas, beaucoup d'autres initiatives, Inch'Allah. J'espère que votre programme sera encore plus chargé. D'ici la fin d'année. Oui, il y aura beaucoup, Inch'Allah, d'événements. Voilà, soyez toujours les bienvenus. À chaque fois que vous avez un événement, on est là. On vous donnera. Merci pour votre hospitalité et votre bienveillance. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Moi, je vous dis, on arrive à la fin de notre émission. Comme vous avez pu le voir, ça a tourné autour donc du patrimoine, que ce soit Alger ou ailleurs. Donc toujours à l'honneur de patrimoine algérien dans toute sa beauté et sa magnificence. On arrive à la fin de notre émission. Je vous dis merci de nous